Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette conférence qui vise à démystifier la cybersécurité et son titre est d'ailleurs très évocateur de la proactivité dont on doit tous faire preuve à ce sujet, s'attaquer au dossier de la cybersécurité. Et pour aborder le sujet, 4 professionnels avec qui on va aller chercher un éclairage, j'aurais le goût de dire 365 degrés, 4 professionnels qui ont été sélectionnés en fonction de leur parcours, leur profil académique, leurs expertises, leur point de vue assez différents. C'est ce qui va être très riche dans notre échange. Je vous les présente à l'instant. Ils sont là avec moi, en débutant par Madame Hajar Keshin. Bonjour. Bonjour. Hajar, vous êtes à l'Université Laval comme professeur titulaire au département des systèmes d'information organisationnelle à la Faculté des sciences de l'administration. Également, vous y êtes co-directrice du CERTIA, le Centre de recherche en technologie de l'information et affaires. Si je vous demandais d'entrée de jeu, quels sont vos champs de recherche? Merci, Karina. Mes activités de recherche, je travaille plus particulièrement à comprendre puis à expliquer le lien fort qui existe en général entre les technologies de l'information, les organisations et les individus. Et ça, si on veut les appeler comme ça, ce sont trois protagonistes qui sont essentiels en sécurité de l'information. Et ce que je fais particulièrement, c'est que j'essaie de comprendre les facteurs qui amènent les gens à adopter ou à accepter les technologies de l'information dans plusieurs domaines, comme le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la sécurité. Puis là, vu qu'il y a une tendance vers l'intelligence artificielle, notre focus se dirige de plus en plus vers l'adoption des technologies d'intelligence artificielle par les individus. Tellement d'actualité. Votre point de vue va être très enrichissant. Merci d'être avec nous. Je vous présente maintenant M. Pierre-Luc Maltais. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Pierre-Luc, lorsque vous avez gradué en 2013, vous avez travaillé pendant quelques années comme professionnel dans les domaines publics et privés. Donc, vous avez développé une grande expertise en sécurité informatique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant votre parcours universitaire, vous avez découvert l'univers des chasseurs de bugs. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, puis même vous vous êtes hissé parmi les meilleurs à l'international. Est-ce que je peux vous demander de nous raconter aujourd'hui un petit peu à propos de ce métier inusité? Ben oui, effectivement, je fais ça. Je suis chasseur de bugs à temps plein depuis maintenant presque 2 ans. Mais je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus tantôt, fait que je regarde ça pour tantôt. C'est bon, on garde le suspense. J'aime ça. Bienvenue, merci d'être là. Avec nous également sur ce panel, M. Rémi Langlois. Bonjour Rémi. Bonjour Karina. Vous êtes à la Sûreté du Québec comme responsable de l'unité opérationnelle en cyberdéfense. Et je veux souligner le fait que pendant plus de 20 ans, vous avez eu le mandat de protéger l'actif gouvernemental dans des organismes publics, donc les données confidentielles des citoyens. C'est peut-être très, très résumé, vous allez me dire, mais vous avez une responsabilité tellement importante. Puis vous œuvrez dans un univers qui est peu connu, peu médiatisé. Qu'est-ce que vous pourriez nous révéler là-dessus aujourd'hui? Et en fait, je suis responsable de l'unité opérationnelle de cyberdéfense, puis le mandat, c'est la prise en charge de tous les axes qui touchent l'encadrement et la protection des données de la sûreté. On parle des données publiques de l'organisation, ça peut aller aux données du citoyen, et ça va jusqu'aux données policières qui sont excessivement confidentielles. Ça touche l'amalgame de tout ce qu'on fait ici, puis c'est des données qui sont excessivement sensibles. On gère les données les plus sensibles du gouvernement du Québec. Absolument. Bon, c'est très intéressant de vous avoir avec nous. C'est une dimension qu'on connaît peu. Vous en êtes un spécialiste, mais on ne parle pas de ce sujet-là très régulièrement. Merci d'être là. Je vous présente tout le monde notre quatrième panéliste, M. Daniel Price. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour Karina. Vous œuvrez chez Beneva, une entreprise qui est dans le secteur de l'assurance, qui est née du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance. Vous y êtes comme CISO, directeur principal sécurité et risque TI. C'est bien ça. Là, comme c'est un regroupement qui est relativement récent de la dernière année, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité qui découlent justement du regroupement de deux entreprises? Oui, tout à fait. C'est sûr, c'est un regroupement comme ça implique aussi une intégration de tous les systèmes informatiques. Donc, on s'appuie sur ces systèmes-là. Donc, il y a tout l'enjeu de la protection des données. Là, une compagnie d'assurance, on a beaucoup de données clients. Mais aussi, des regroupements comme ça se fait quand même de façon progressive. Là, il y a des étapes dans les systèmes pour mettre ça en place.
Par contre, du côté de la sécurité, les pirates, ils ne donnent pas le luxe nécessairement là, de prendre le temps, des mois, des années pour se regrouper. Les autres, ils font un peu abstraction de ça. Donc, nous, dans la dernière année, quand même, on avait à s'intégrer rapidement, autant l'équipe que nos technologies. Là. Fait que ça a été pas mal le défi de la dernière année. Merci de l'évoquer. On n'ira pas trop dans vos secrets parce qu'il y a des secrets confidentiels, mais je sais que vous avez accepté de nous partager de cette expérience-là, puis on l'apprécie grandement. Alors, à tous les 4 panélistes, on va lancer la discussion avec une question qui, vous allez me dire, est pas mal de base, mais en même temps devrait être éclairante pour la suite de notre discussion. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité et c'est quoi la différence entre la cybersécurité et la sécurité de l'information? Agère, j'aimerais ça vous entendre dans un premier temps. Ben, merci Karina pour la question. En fait, pour répondre à cette question, je vais commencer par le bout de ta question. Je vais commencer par parler de sécurité de l'information. Quand on parle de sécurité de l'information, il faut ratisser plus large que la sécurité informatique parce que quand on parle de sécurité de l'information, il s'agit plutôt de protéger l'information qu'on collecte, qu'on traite, qu'on sauvegarde puis qu'on diffuse. Et on le fait à travers ce qu'on appelle des actifs informationnels. Alors, c'est quoi ces actifs informationnels? C'est tout actif que possède l'organisation, puis qui contient de l'information. Alors, ça peut être du matériel informatique, ça peut être des logiciels, ça peut être des bases de données, mais ça peut être des classeurs physiques, par exemple, qui ne sont pas informatiques puis qui ne sont pas numériques. Alors, si on fait le lien avec la sécurité de l'information, le but de la sécurité de l'information, c'est d'employer ou de mettre en œuvre tous les moyens qui sont possibles pour protéger ces actifs informationnels. Tout ça dans le but de protéger l'information. Mais ça veut dire quoi, protéger l'information? C'est-à-dire essayer d'assurer la disponibilité de l'information, essayer d'assurer l'intégrité de l'information, puis essayer d'assurer la confidentialité de l'information. Alors, tout ça, ça nous amène à parler de cybersécurité. Puis, c'est quoi la différence entre cybersécurité et sécurité de l'information? Il y en a qui disent que la cybersécurité, c'est un buzzword. C'est un mot qui est à la mode, puis on emploie de plus en plus pour parler de sécurité de l'information. Mais moi, je trouve que c'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, c'est comme une branche, une partie de la sécurité de l'information. Pourquoi? Parce que il s'agit de protéger l'information qui est numérique et qui est stockée, évidemment, traitée, diffusée dans le cyberespace. Alors, c'est quoi le cyberespace? On s'entend que le cyberespace, c'est tout l'espace de communication qu'il y a entre les ordinateurs via l'Internet. Mais l'affaire, c'est que, étant donné que quasiment tous les actifs informationnels ou presque toute l'information est dans le cyberespace ou transige par le cyberespace, c'est certain qu'on va entendre de plus en plus parler de cybersécurité que de sécurité de l'information. C'est ça, je soulignerais quand même qu'au cours des dernières années, là, la différence, ça s'estompe de plus en plus. Là, les termes sont utilisés de façon interchangeable, compte tenu que la majorité des informations sont dans le numérique là, présentement. Fait qu'on l'entend des fois les deux utilisés de façon interchangeable. OK. Puis là, je vais vous compliquer l'affaire un peu, sécurité de l'information. C'est une chose, la cybersécurité. Puis là, si je vous parlais ou je vous demandais de me parler plutôt de cyberdéfense, Agère, comment vous positionnez ce terme-là par rapport au précédent? Évidemment, là, on ne parle pas de cybersécurité sans parler de cyberdéfense. Puis la cyberdéfense, c'est tout ce qu'il faut faire, toutes les actions qu'il faut faire pour protéger les actifs que l'on trouve dans le cyberespace contre les cybermenaces. Alors, quand on parle de cyberdéfense, à quoi qu'on pense en premier? On pense à des moyens de défense comme des technologies. Par exemple, un pare-feu qu'on va placer à tel endroit, un système de prévention ou de détection des intrusions qu'on va placer à un autre endroit. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de cyberdéfense, c'est pas seulement de la technologie, ça peut être des moyens pour se défendre qui sont plutôt organisationnels ou humains. Je vous donne des exemples, des directives de sécurité, une politique de sécurité, tout un plan pour la gestion de l'identité et des accès, un programme d'éducation et de formation des employés. Donc, tous ces éléments-là font partie des moyens qu'on utilise pour la cyberdéfense, évidemment, pour se protéger des cyberattaques qui sont dans le cyberespace. Mais ce qu'il faut savoir, puis il faut
faut vraiment faire attention à ça, c'est que les moyens de cyberdéfense sont pas seulement faits pour protéger les actifs des menaces, parce que protéger, c'est le terme qu'on utilise beaucoup en sécurité de l'information ou si vous voulez en cybersécurité. Mais quand on va employer des moyens de cyberdéfense, on peut les employer pour identifier les risques, puis il faut les employer pour identifier les risques, pour détecter les incidents, pour savoir réagir quand les incidents se réalisent ou la menace se réalise et pour assurer la continuité des activités. Donc, pourquoi qu'on va au-delà de la protection? Pourquoi on dit pas, la sécurité, la cyberdéfense, ça sert juste à protéger, puis on va plus loin, puis on parle de réagir, de continuité? Parce que la devise en sécurité de l'information, c'est le risque zéro n'existe pas. On oublie ça, là. Ça n'existe pas. Donc, les organisations, la question qui se posait avant, c'était est-ce que ça va nous arriver, un incident de sécurité? Maintenant, les organisations ne se posent plus cette question. La question plutôt qu'elles se posent, quand est-ce que ça va nous arriver? Puis, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, la bonne question, là, je pense, qui va être sur toutes les lèvres dorénavant, c'est depuis quand que ça nous est arrivé? Donc ça amène à un sentiment d'urgence pour les organisations de préparer leur cyberdéfense. En particulier, puis je pense que c'est très important, puis c'est pas tout le monde qui est conscient de ça, là, en particulier en mettant en place un processus de gouvernance de la sécurité de l'information. Puis ça, c'est un mot-clé, la gouvernance de la sécurité de l'information. Quand je parle de gouvernance ici, je parle de structures qui définissent les responsabilités, je parle des systèmes de gestion de la sécurité, je parle de pratiques qui sont reconnues en cybersécurité, puis je pense que l'avenir de la cybersécurité puis de la cyberdéfense est dans la gouvernance. Intéressant. On pourrait revenir sur le thème de la gouvernance un petit peu plus tard. Vous avez parlé de continuité. Daniel, j'aurais le goût de vous entendre là-dessus, la continuité des affaires. Est-ce que vous pouvez partager votre perspective de ce qu'est la cyberdéfense? Ben oui, mais j'ajouterais à ça, parce que souvent, quand on a l'image de la cybersécurité, on voit deux côtés. On voit un attaquant, puis les autres qui se défendent, là, puis c'est comme une espèce de guerre. Mais dans le fond, en cybersécurité, il y a 5 grands axes sur lesquels il faut se pencher. Il y a, on dit identifier, protéger, détecter, répondre, récupérer. Donc, identifier les risques. Là, il y a tout le détecter puis se protéger. Ça, c'est beau, c'est la cyberdéfense. Mais répondre et récupérer, là, puis Ajal l'a évoqué tout à l'heure, là. Donc, disons qu'on est la cible d'une cyberattaque, là. Même si elle est bien gérée, puis l'attaquant, il est bloqué rapidement, et puis on reprend contrôle de notre réseau, puis il est confiné, puis tout ça. Fort probablement qu'il y a quand même eu des dommages, il y a eu un impact, ne serait-ce que d'avoir fermé tous nos systèmes informatiques pour prévenir que ça s'étende. Alors, même les systèmes qui n'ont pas été visés ou touchés par une attaque, ça prend combien de temps les remettre sur pied? Ce n'est pas une switch on-off qu'on peut juste partir comme ça. Fait que le bout, là, répondre à l'incident et puis récupérer sont importants. Il faut avoir des stratégies pour ça, puis avoir des plans tout en place pour que ça dure le moins de temps possible, cette étape-là, puis pouvoir se remettre en ligne. C'est super intéressant ce que vous parlez, puis tout au long de la journée, il y a plusieurs conférences qui abordent l'expérience utilisateur, l'expérience client. Ouais. On revient là-dessus souvent, et ce que vous évoquez, c'est quand il y a un arrêt des systèmes, il y a quelque chose, là, il y a une faille dans la qualité de service qu'on peut offrir finalement à notre clientèle. Rémi, sur le thème de la cyberdéfense, avec votre regard à vous. Écoute, je vais faire du pouce sur ce que Ager et Daniel ont amené parce que, dans le fond, les deux sont tellement vrais. Je suis complètement d'accord. On a beaucoup de buzzwords en termes de cyberdéfense, cybersécurité. En fait, c'est toute la sécurité de l'information. Puis Ager a raison. J'ai des ordinateurs ici qui sont dans un local fermé, pas de réseau. En bout de ligne, ce n'est pas de la cybersécurité, ce n'est pas de la cyberdéfense, mais c'est de la sécurité. Il ne faut pas l'oublier. Dans le fond, tout ça pour dire que peu importe que ce soit connecté, non connecté, papier, classeur, peu importe, il faut prendre en charge les 5 axes que Daniel parlait, là. Identifier, protéger, détecter, réagir, repartir. C'est ça l'essentiel. Excellent. Je voudrais vous entendre sur la vulnérabilité que peut être l'humain, l'homme et la femme qui travaillent avec ces systèmes-là. En cybersécurité, est-ce que l'humain n'est pas la plus grande vulnérabilité à laquelle il faut s'intéresser?
Pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Agère d'abord? Ben, l'humain, il est toujours coupable, hein? Ben, effectivement, en sécurité de l'information en particulier, l'humain est connu pour être le maillon faible de toute la chaîne de la sécurité de l'information. Puis c'est pas fou parce que si on y pense bien, les incidents qui touchent à la disponibilité, à l'intégrité, à la confidentialité de l'information dont on a parlé tout à l'heure, ben, ça, d'une manière ou d'une autre, ça a pour origine une action humaine. On va prendre des exemples de ça. Au fait, les actions d'origine humaine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours intentionnel, puis c'est pas toujours malveillant. C'est comme l'exemple de Mafia Boy. Je pense que c'était dans les années 90, si certains sont déjà nés à cette époque. Puis Mafia Boy a eu le GRC puis le FBI sur le dos longtemps pour des incidents de sécurité, en fait pour des intrusions qu'il a fait. Puis c'était malveillant, c'était intentionnel ce qu'il avait fait. Mais c'est pas toujours le cas. C'est ça l'affaire en sécurité de l'information. C'est pour ça qu'on dit que l'humain est un maillon faible en sécurité, parce que l'humain, ça peut être à l'origine d'un incident par accident. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, mais envoyer un courriel au mauvais destinataire. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Là, j'étais en panique là, mais une chance qu'il n'y avait pas d'informations confidentielles là-dedans là. Donc, on voit avec cet exemple que l'humain est encore une fois un maillon faible. Et un humain peut être à l'origine d'un incident par ignorance aussi. Des fois, là, il ne fait pas exprès, puis c'est pas un accident, c'est juste qu'il ne savait pas. Par exemple, un employé va détruire des documents d'un dossier qui est partagé, mais lui, il ne savait pas qu'il était partagé, il pensait qu'il y avait juste lui accès à ce dossier-là. Ça fait qu'il va effacer de l'information là-dedans, là, mais c'était plus par ignorance que par malveillance ou que par accident. Là. Puis, bien souvent, l'humain lui-même, il est capable de créer la vulnérabilité ou de créer la faille de sécurité sans forcément le savoir. Par exemple, un employé il va communiquer ses codes d'accès au système à une tierce personne, à un collègue, puis il envoie ça par courriel. Puis il ne réalise pas que ces informations-là pouvaient être interceptées, par exemple. Puis là, il est en train de créer une vulnérabilité qui pourrait être exploitée par quelqu'un de malveillant. Alors, ce qu'on peut réaliser à partir de ces exemples-là, c'est que oui, les moyens de contrôle technologiques sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Et ça nous amène à une responsabilité des organisations pour contrer les menaces de source, les sources de menaces, puis colmater les vulnérabilités qui sont d'origine humaine. Donc, à travailler sur les moyens technologiques, mais travailler aussi sur les moyens organisationnels et humains pour contrer ces menaces, puis faire en sorte que l'humain se transforme de maillon faible en maillon fort de la sécurité de l'information. Je parle ici d'utiliser des moyens organisationnels et humains, encore une fois, comme la sensibilisation, comme la formation à la sécurité de l'information ou d'autres moyens organisationnels puis humains. Puis évidemment, le tout chapeauté, encore une fois, par un bon cadre de gouvernance. On y revient et pour les bonnes raisons. J'aimerais tous vous entendre sur ce sujet de la vulnérabilité que les humains représentent. Pierre-Luc, votre avis? Oui, ben moi, j'ai peut-être une opinion un peu différente là-dessus. Je pense que l'humain a vraiment un rôle dans la cybersécurité, c'est certain, mais je pense que souvent, les entreprises vont utiliser cette sorte d'excuse-là pour se déresponsabiliser. Puis je vais vous donner un exemple. Je vois des fois des compagnies qui vont faire une campagne d'hameçonnage, puis ils vont simplement envoyer un lien aux employés. Puis là, on va calculer le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien. Puis là, il y a une page qui va s'ouvrir avec un poisson. On va dire, on t'a eu. Puis là, l'excuse facile, c'est de faire comme ah, l'humain, le maillon faible, on va payer une formation aux employés. Et voilà, c'est tout, c'est fini. En réalité, quand tu regardes ça, dans une campagne de phishing, quelqu'un qui clique sur un lien, puis qu'on affiche une page, c'est rien. C'est pas, il n'y a rien de vraiment dangereux à cliquer sur le lien. C'est après ça, souvent, que dans les vraies campagnes, c'est là que le fun commence. C'est là qu'on va essayer soit d'exécuter un virus sur l'ordinateur de la victime ou envoyer la victime sur une page, essayer de récolter des informations, genre son mot de passe. Si on prend ça en compte, en fait, il y a plusieurs systèmes de sécurité qui doivent être en place et qui doivent fonctionner. Si on ferait une vraie campagne d'hameçonnage au complet, puis que ça fonctionne, ben, on ne peut pas simplement dire « Ah, ben, c'est l'humain qui a cliqué sur le lien. » Il faut se demander
qu'est-ce que le firewall faisait, l'antivirus, le filtrage web, etc. Fait que je pense pour ça que je pense que oui, l'humain a certainement un rôle, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excuse facile. Voilà. Daniel, votre avis? Oui, tu as raison, Pierre-Luc, mais moi, je vois l'humain au sens beaucoup plus large que juste l'utilisateur. Donc, tu parlais du firewall tantôt, les gens qui gèrent les systèmes, c'est des humains aussi, fait qu'ils peuvent faire des erreurs dans les configurations. Les codeurs, ceux qui développent les applications aussi, c'est des humains. Donc, c'est important de les sensibiliser pour que les applications soient développées de façon sécuritaire. Puis, tu sais, je peux étendre ça à l'ensemble des pratiques là, qu'on peut avoir dans une organisation. Et puis, c'est un programme de sensibilisation. Il faut qu'ils prennent tout ça en compte aussi, là, justement. Et Rémi? Écoute, Pierre-Luc a tout à fait raison, somme toute, mais il faut comprendre que les organisations, quand ils font des campagnes d'hameçonnage, tous les paramètres de sécurité que Pierre-Luc parle sont désactivés pour justement permettre à l'organisation de valider le niveau de, je ne veux pas dire phishing de ses employés, mais tu sais, il y a une statistique qui est super intéressante. Tu sais, les utilisateurs en entreprise qui reçoivent des courriers de phishing, d'hameçonnage, ils cliquent à hauteur de 1 sur 5. Il y a 1 sur 5 qui vont cliquer sur un lien malveillant, un courrier, un annexe dans un courriel. Et ça, c'est en entreprise. Ça me semble beaucoup. Est-ce que c'est votre lecture? C'est beaucoup, c'est énorme. Si on prend cet utilisateur-là et on le déplace à la maison, pour le même utilisateur, puis ce n'est pas le même non seulement, là, mais je veux dire, le taux de succès des campagnes d'hameçonnage à la maison, là, on descend à 1 sur 10. Moi, la donnée me parle beaucoup en me disant que l'utilisateur prend toujours pour acquis qu'en entreprise, il y a 2 réalités. Un, les outils sont plus élaborés, fait que l'utilisateur est plus en confiance de cliquer sur quelque chose ou ouvrir quelque chose. L'autre volet, c'est que l'utilisateur se dit aussi en entreprise, ben écoute, je ne serai pas pogné avec le singe sur mon épaule. À la maison, c'est une autre histoire. À la maison, je clique dessus, je vis avec les conséquences. Fait que, oui, en entreprise, il y a plus de négligence parce qu'ils prennent pour acquis que les groupes de sécurité vont faire le travail s'il arrive quelque chose. C'est intéressant, l'imputabilité, la gestion du risque est mise sur quelle épaule? Le singe est sur quelle épaule? On aime l'image. Mais là, quand je vous entends, je comprends donc que l'organisation, elle a toute une responsabilité. Daniel, là, vous êtes dans une entreprise privée. Vous avez pas mal de singes sur vos épaules. Oui. Je suis content d'entendre le chiffre 1 sur 5. Nous, on est en bas de ça. Je suis bien content d'entendre ça. Mais c'est la responsabilité de l'organisation de sensibiliser les employés, les utilisateurs. Fait que c'est pas une façon de se déresponsabiliser. Au contraire, l'organisation doit se responsabiliser de sensibiliser les organisations. Et puis, les utilisateurs, il ne faut pas qu'ils se déresponsabilisent non plus. Là, on entend souvent ça, c'est pas notre problème, c'est à l'informatique de s'occuper de ça. Mais on dit la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est ça. Travail d'équipe. Très bien. J'aimerais ça m'attarder aux différences qu'on peut voir entre les organisations privées et publiques. Je vais débuter avec vous, Rémi, dans les organisations publiques. Vous êtes à la Sûreté du Québec. Quels sont les enjeux de façon plus générale qu'on rencontre? En fait, les enjeux à la Sûreté ces dernières années, ce n'est pas différent beaucoup de ce que l'ensemble du gouvernement vit. Le gouvernement a passé un décret il y a quelques années pour la transformation numérique, ce qui oblige tous les ministères et organismes à transiter la donnée on-premise, en français, vraiment sur site, vers le nuage privé pour des données qui sont plus sensibles ou le nuage public pour des données qui sont un petit peu moins sensibles. Au niveau de la sécurité, c'est une réflexion qui n'est pas si facile parce que actuellement, dans les entreprises puis à la Sûreté, on gère 100% de tout l'écosystème de sécurité. La base de données, la donnée est dans mes locaux, je gère qui accède à mes locaux, qui accède à mon système, je gère tout. Le niveau de confiance à l'effet que qui va aller où, je le sais, je le contrôle complètement. En info nuagique, on rentre vraiment dans un concept où on va partager le risque entre l'entreprise privée et l'organisme public. Ce qui veut dire que les tâches qu'on doit faire actuellement, puis ce n'est pas des tâches qui sont faciles, c'est de déterminer quelles mesures de sécurité on laisse à l'entreprise privée, aux fournisseurs d'infonuagique, du Google, Amazon, Microsoft, quoi que ce soit, et lesquelles qu'on conserve chez nous. Le plus gros enjeu, ce n'est pas qu'est-ce qu'on conserve chez nous puis comment on gère, c'est qu'est-ce qu'on donne aux partenaires privés puis comment on les surveille. Ça va devenir la clé de toutes les problématiques futures.
C'est beau d'envoyer la donnée chez Microsoft, à titre d'exemple, mais si on ne s'assure pas que Microsoft fait le travail nécessaire pour sécuriser la donnée, bien, en bout de ligne, c'est tout le citoyen, c'est tout l'appareil gouvernemental qui va perdre. Quand il y a eu l'annonce de la transformation numérique il y a quelques années, il y a beaucoup de personnes qui ont rapidement sorti pour dire écoutez, si les données des citoyens sont à risque, ça a été un buzz. Ça a été ça. Somme toute, ça, c'est une réaction que j'ai trouvée exagérée. À mon sens, les données dans le nuage, une fois bien configurées, les outils sont tellement plus abondants que ce qui nous est actuellement accessible on-site, que je pense que la donnée gouvernementale peut juste être plus protégée. Mais il faut faire l'exercice qui est très fastidieux, puis le faire comme il faut avec nos partenaires. Très intéressant. Je me tourne du côté privé pour vous entendre, Daniel, du côté de Beneva. Est-ce que les enjeux sont similaires à ce dont Rémi vient de nous parler ou y a-t-il des particularités? Pour nous, une compagnie d'assurance, c'est certain que notre objectif premier, c'est la protection des renseignements personnels des clients. Ça, c'est une de nos plus grandes missions là, à notre équipe. Mais il y a aussi, puis là, je l'évoquais tantôt, on parlait de continuité des affaires, il y a tout le volet là, de maintenir un service de qualité là, à la clientèle. Là. Fait qu'imaginez une situation où comme il m'est arrivé il y a une couple d'années, un dégât d'eau un dimanche soir là, dans la salle à dîner, le plafond s'effondre. Puis puis on appelle une compagnie d'assurance, et puis là, ils sont pas en mesure de répondre parce que les systèmes sont pas disponibles, ou pire encore, ça répond pas au téléphone, le site web est pas disponible. Bien évidemment, on n'offre pas un service de qualité, c'est une atteinte à la réputation, donc c'est tout ça. Là. Fait que ça, c'est un enjeu aussi qui va être spécifique au privé là, pour nous. Ce qui fait que probablement le leadership, les dirigeants d'une entreprise privée ont à cœur qu'il y ait des ressources qui soient dédiées à la sécurité, certainement, parce que vous parlez de risque de réputation, d'image et de relations clientèle. Merci. Je vais me tourner vers Pierre-Luc. Je ne sais pas si je peux vous poser la prochaine question, mais je vous la pose. Votre métier, là, ça consiste essentiellement à trouver des failles, à trouver des vulnérabilités. Alors, je peux-tu vous demander comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, le métier de chasseur de bugs, ben, je ne pourrais pas vous en parler sans vous parler de c'est quoi une politique de divulgation responsable. Ça, dans le fond, c'est une politique que les entreprises vont mettre en place qui va, en fait, simplement, c'est comme des lignes directrices pour dire comment soumettre une vulnérabilité à ces compagnies-là. Quoi pas faire, quoi ne pas faire, etc. Ça, c'est très important légalement parce qu'on ne peut pas arriver sur n'importe quel site web et commencer à les hacker. C'est une bonne façon de se mettre dans le trouble. Puis après, avec ces politiques-là, comment ça va fonctionner pour le bug bounty, c'est qu'on va simplement rajouter une partie dans la politique qui vont dire si vous trouvez une vulnérabilité, on va vous donner tel montant d'argent. Fait que ça fonctionne un peu comme ça. Moi, j'essaie de me trouver des compagnies qui offrent ce type de récompense-là. Puis, on est chanceux parce que maintenant, il y a des plateformes de bug bounty qu'on appelle qui vont en fait mettre en lien les hackers puis les entreprises. Fait que toutes les communications vont se passer sur ces plateformes-là. Les entreprises vont publier leur politique dessus. Les bounties, les récompenses vont transiger vers cette plateforme-là. Moi, en fait, comment ça fonctionne? Ben, je me choisis un programme selon mes intérêts. Il y a des milliers de compagnies qui ont des politiques de bug bounty. Ça peut être, pour en nommer quelques-unes, les Facebook, les Google, les Twitter, toutes les grosses compagnies sont là-dessus. Fait que dans le fond, moi, je me suis choisi un programme là-dedans, selon mes intérêts, selon aussi le montant des récompenses qu'ils vont offrir. Je lis la politique pour m'assurer que je suis d'accord, que je suis à l'aise avec ça. Puis je commence à travailler, simplement. Quand je trouve une vulnérabilité, je vais leur soumettre. Puis, ils vont me récompenser avec un montant d'argent. S'ils le souhaitent, parce qu'ils ne sont jamais obligés de le faire, mais ils veulent encourager ça. Donc, la plupart du temps, ils vont payer. Il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Moi, ça m'offre une très grande liberté, puisque je travaille le nombre d'heures que je veux. Je n'ai pas de contrat avec ces entreprises-là. Fait que je suis en vacances quand je veux aussi. Si je travaille pour qui je veux, si je veux, où je veux.
Mais en contrepartie, comme je l'expliquais, je suis payé à la vulnérabilité, je ne suis pas payé à l'heure. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, ben, je ne fais pas d'argent. Fait que c'est important d'être quand même... De là l'importance de, oui, travailler, mais d'être bon dans ce qu'on fait, puis parce que vous vous mesurez à des gens qui font le même boulot que vous, mais un peu partout sur la planète. Je peux-tu vous demander, y a-t-il plusieurs Québécois qui font ce métier-là? Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui ont davantage développé cette expertise-là, qui sont vos plus grands compétiteurs? Ben, à temps plein, au Québec, à temps plein, on est quelques-uns, je dirais peut-être 2 ou 3 personnes. C'est certain que c'est un truc, je veux dire, international. Il y a plein de gens partout autour du monde qui font ça. Je crois que dans certains pays, ça peut être très avantageux là, parce que par exemple, toutes les bounties sont payées en dollars US. Fait que dans certains pays, c'est très, très avantageux pour les gens. Puis il y a certains pays aussi que c'est plus difficile d'avoir de l'emploi. Donc ça permet de travailler facilement. C'est intéressant. Merci de nous partager un peu de cette réalité-là qui est peu connue. Daniel, je vais vous interpeller en lien avec ce que Pierre-Luc vient nous parler parce qu'un mode de fonctionnement similaire, ce serait de contacter une entreprise qui va venir effectuer un audit dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces deux systèmes qui fonctionnent de façon complémentaire, l'audit et le système de prime au bug dont Pierre-Luc vient de nous parler? Oui, ça, ben, l'objectif est le même, là, mais c'est une approche différente, c'est complémentaire. Là. Je pense que dans un cas, on veut faire un test d'intrusion plus généralisé sur un système, tandis que là, on s'assure que qu'il y a des vulnérabilités qui sont trouvées par des bons pirates plutôt que des mauvais pirates en premier, là, mais c'est des approches complémentaires. OK. Là, vous touchez quelque chose qui est intéressant, puis on va interpeller Rémi là-dessus. Là, on comprend que Pierre-Luc le fait comme entrepreneur et le fait comme hacker éthique. Il veut aider des entreprises à se protéger, à mieux se protéger. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'on pourrait exploiter cette expertise-là, cette compétence-là pour trouver des failles, mais plutôt pour des raisons criminelles. Hein, Rémi? Oui, mais c'est tendancieux un petit peu. Là. Ce que Pierre-Luc fait, ce qu'il fait comme métier actuellement, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans le début des années 2000. C'est des gens qui faisaient ça à mauvais escient. C'est une expertise que Pierre-Luc et les gens comme lui se sont développés pour nous aider. C'est un outil supplémentaire. Moi, je le vois vraiment, au lieu de faire, comme disait Daniel, des scans à haut niveau de tes vulnérabilités, Pierre-Luc, il va gratter le bobo. Il va gratter jusqu'à temps qu'il trouve puis que la plaie s'arrache. C'est pas le fun. Honnêtement, en tant que sécurité, à l'interne, on n'est pas content et on ne veut pas, mais c'est nécessaire parce que quelqu'un va le faire. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Somme toute, ça, on le voyait beaucoup tendancieux au début des années 2000. Mais là, depuis le début de la pandémie, je veux dire, les derniers rapports de sécurité qui sont sortis en 2020, on est complètement orienté vers l'utilisateur. C'est plate, on vient toujours à l'humain, mais on s'en va encore vers l'humain. Il y a eu beaucoup de campagnes d'hameçonnage qui ont été faites sur l'humain et spécifiquement l'humain qui est à la maison. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas réalisé que la personne qui travaille de la maison sort de son cadre d'entreprise avec la sécurité d'entreprise, puis s'en va à la maison dans un environnement où il est beaucoup moins sécuritaire, sur un routeur sans fil qui n'est pas sécurisé, que le voisin a accès. Toutes ces réalités-là ont fait en sorte que c'était plus alléchant pour les pirates de s'en aller vers cette petite cible facile-là pour être capable de rentrer dans les corporations. Et ça a été beaucoup exploité. Daniel, avez-vous un complément là-dessus? On voit, il y a des attaques ciblées qu'on voit contre des gouvernements, là, ou même en entreprise, on en voit là, des attaques ciblées pour faire de l'espionnage industriel. Là. Mais ce qu'on voit le plus, puisqu'on a vu beaucoup dans les 2 dernières années, là, depuis en pandémie, c'est des attaques opportunistes. Là. Fait que je peux comparer ça à un petit peu un voleur là, qui arrive devant un rack à vélo. Là. Ben, souvent, c'est ce qu'il va cibler, c'est pas nécessairement le meilleur vélo, mais il va regarder c'est lequel que le vélo le cadenas le plus cheap. Puis là, à force de faire le tour de tous les racks à vélo avec des cadenas cheap, là, c'est plus facile à attaquer, puis c'est plus facile à ramasser de l'argent que de cibler un vélo en particulier. Fait que c'est la même chose pour les cyberattaques. Ils cherchent, y a-t-il des portes d'entrée faciles à rentrer où je peux faire une pièce facile? Je dis une pièce ou des millions. Mais donc, l'important, c'est aussi de ne pas négliger la base là, dans nos mesures de protection. Là. Les choses de base, là, c'est ça qu'ils vont chercher en premier.
Merci pour vos perspectives. Je sais qu'on a un auditoire qui est très varié. Moi, je vous écoute avec mon chapeau d'entrepreneur aussi, puis je vais améliorer 2-3 trucs assurément. Chaque fois on en entend parler, je pense que ça fait ressortir l'importance de bien s'organiser, puis il y a des outils toujours plus innovateurs qui sont à notre disposition. Je vous amène sur une autre dimension. Je le disais un peu plus tôt, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, d'expérience client. Comment on fait pour assurer la sécurité des services numériques, notre préoccupation, mais tout en préservant l'expérience utilisateur et l'adhésion au service en question? Comment on fait ça? Oui, ben c'est ça. La sécurité, là, c'est pas comme une épice, un assaisonnement qu'on ajoute à la fin là, dans quelque chose. Là. C'est beaucoup plus facile de pouvoir réconcilier là, une expérience utilisateur avec quand même une expérience qui est sécuritaire. Si on peut travailler en amont là, des projets là, de développement ou d'une application ou d'un site web ou quelque chose comme ça. Donc, souvent, on appelle ça security by design. Là, c'est l'espèce d'expression consacrée pour ça. Là. Mais donc, dès le départ, être impliqué dans la réflexion sur comment l'interface va être faite. Donc, c'est une conversation plutôt que de dire on développe quelque chose, puis là, par la suite, venez mettre les bâtons dans les roues pour rendre ça tout croche. C'est pas la façon idéale. Là. Fait que voilà. Dès le départ dans les projets. Là. OK. Sur la liste des ingrédients, pour faire référence à votre... C'est pas les petites épices au départ, c'est à la fin. C'est dans les ingrédients. Exactement. Sur la petite feuille avant de partir. On fait partie de la recette. OK, l'image est intéressante. Aja, avez-vous un complément à nous amener là-dessus? Oui, moi, ce que je pourrais ajouter là-dessus, puis ça rejoint mon expérience comme chercheur, je travaille sur l'adoption et l'acceptation des technologies de l'information. Puis si une technologie n'est pas acceptée par les individus, ben, les individus vont être frustrés, puis ils vont contourner cette technologie-là. Puis c'est le cas avec les contrôles de sécurité. Si les contrôles de sécurité ne répondent pas à l'expérience utilisateur, ben, ces utilisateurs-là vont essayer de faire tout ce qu'il faut pour contourner ces technologies. Donc, je trouve que c'est vraiment un défi. C'est une belle question parce que c'est vraiment un défi de trouver le juste équilibre entre les contrôles de sécurité et l'expérience utilisateur ou son adhésion au service. Je prends l'exemple qu'on connaît tous, je pense, là, les mots de passe. On nous a tous demandé d'avoir des mots de passe lents. On nous a tous demandé d'avoir des mots de passe complexes. On nous a tous demandé de changer nos mots de passe fréquemment. On nous a tous demandé d'avoir des mots de passe différents pour chaque système. Puis on nous demande de s'en rappeler puis de ne pas noter ça nulle part. Là. Puis ça, c'est pas une tâche qui est facile. C'est pas facile d'adhérer à toutes ces exigences-là. Puis je pense ça, les fournisseurs de moyens de contrôle ou de mesures de sécurité, ils tiennent compte de cet aspect d'expérience utilisateur quand ils vont proposer des mesures de contrôle. Puis je donne l'exemple de Microsoft. Récemment, Microsoft a essayé un mode d'authentification sans mot de passe avec ses employés. Puis il a trouvé que ça a marché, puis il a proposé ça sur le marché. Maintenant, c'est la nouvelle tendance de s'authentifier pour les applications Microsoft, mais sans mot de passe pour éviter toute cette frustration d'avoir des mots de passe complexes puis de changer le mot de passe. Donc, quelle est l'alternative au mot de passe dans ce cas-là? La biométrie ou... Non, c'est pas la biométrie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils t'envoient un message, une espèce de code ou jeton sur ton téléphone, puis c'est lui que tu vas utiliser. En tout cas, là, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça a l'air que c'est moins frustrant qu'un mot de passe. Okay. Mais je vous le dis, là, c'est à surveiller parce qu'il faut que ce soit quand même efficace. Moins contraignant, mais efficace. Donc, c'est des affaires à surveiller l'expérience utilisateur par rapport aux mesures de contrôle. Très intéressant. Merci pour l'exemple concret. Vous êtes super, hein? Vous nous amenez dans quelque chose de très concret dans vos propos. Là, je veux vous entendre sur un autre élément. On parle tellement souvent de vol de données personnelles, puis comme citoyen, comme membre d'une famille, on se demande si un jour on ne va pas se faire attaquer. Puis on connaît les gens qui l'ont vécu, puis comment c'est compliqué de gérer tout ça. C'est quoi les autres types de risques qu'on peut rencontrer? Daniel d'abord. Ben, on l'a déjà mentionné tantôt, l'indisponibilité des systèmes, la continuité des affaires. Là, donc, dans le cas d'une cyberattaque qui a des répercussions pendant plusieurs semaines, mais on pourrait avoir des systèmes qui ne sont pas disponibles pendant plusieurs semaines puis pas être en mesure de répondre aux clients.
il y a aussi l'exemple de la fraude, là. Puis nous autres, en assurance, évidemment, la fraude d'assurance, c'est un sujet important. Et puis, le lien avec la cybersécurité, ben, il n'y a pas juste des gens qui font des fausses réclamations, là, ils disent qu'ils sont allés chez le dentiste, ils ne sont pas allés, là. Mais il y a des réseaux de fraudeurs là, qui vont voler les comptes, voler les identités de personnes, faire des fausses réclamations sur les comptes de certaines personnes, de la clientèle. Donc, ça aussi, c'est un exemple de risque qu'il peut y avoir par rapport à une menace qu'il peut y avoir par rapport à la cybersécurité. Rémi? Bien, confidentialité, indisponibilité, puis le dernier, c'est intégrité. Je veux dire, intégrité, c'est un petit peu l'enfant pauvre de toutes les menaces qu'on voit, mais il ne faut pas le négliger. L'exemple que je donne tout le temps, c'est je suis dans une université, je viens d'avoir ma note, j'ai 60, je ne protège pas le système de notes, l'étudiant a réussi à rentrer, change sa note de 60 à 80, il n'y a aucune journalisation, personne ne le sait, c'est terminé, la personne est rendue avec un 80, bonsoir, tant mieux pour lui, mais somme toute, l'intégrité est moins visible, il est moins publicisé, les gens n'ont pas à le divulguer de façon aussi efficiente qu'un vol ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas le négliger parce qu'il y a des conséquences réelles, tant pour des enquêtes à mon niveau que d'autres niveaux comme les notes d'étudiants ou quoi que ce soit. Je vais y aller d'une dernière question, puis un tour de table virtuel. Je commencerai avec vous, Rémi. Si je vous demandais quels sont les principaux défis, les principaux enjeux, puis en même temps, peut-être les principales opportunités pour l'avenir de la sécurité, qu'est-ce que vous nommeriez? Ben, écoute, moi, je te dirais, j'ai parlé tantôt un petit peu de l'info numérique au niveau du domaine public. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a des défis, il y a des challenges qui vont être super intéressants. Mais ça, je suis assez confiant qu'on va y arriver. La partie police qui est plus inquiétante, c'est vraiment, je vais appeler ça, je ne sais pas comment dire en français, mais Internet of Things, les objets connectés. On est dans une nouvelle mode où le Pierre-Luc va saliver, mais on est dans une nouvelle mode où est-ce que les télés sont connectées, les lave-vaisselles, les laveuses, les sécheuses, les gens s'achètent des caméras, des sonnettes intelligentes, tout est connecté à Internet. Et honnêtement, Daniel parlait tantôt du Security by Design. Ces objets-là ont été développés aucunement avec du Security by Design. On achète, on installe, et demain matin, le risque, c'est que tout le monde va avoir accès à tout dans les maisons de tout le monde. Et c'est des choses que actuellement les gens ne feraient pas. Je cogne à la porte chez quelqu'un, je demande de rentrer, on va me le refuser, mais les gens vont connecter des caméras, toutes sortes de choses chez eux. Ça va être facile pour un hacker de rentrer dans une maison sans y rentrer effectivement. Fait que je le vois comme un défi dans les prochaines années. Je veux juste vous demander, avant de continuer le tour de table, là, vous évoquez une réalité de citoyen, on est plus dans l'individu. Ouais. Comment on fait pour se prémunir de tout ça si les systèmes ne sont pas bâtis, désignés avec la préoccupation de la sécurité? Bien, les réseaux locaux dans les résidences vont devoir être mieux adaptés et mieux configurés parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas du tout. Le monde reçoit le routeur, le modem de Vidéotron, de Bell ou quoi que ce soit, connecte, bing, paf, fini, tout est connecté dessus, puis youpi, ça marche, c'est super, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça soit monté. Ah, ben voyez, la prochaine fois que j'ai un modem qui va s'installer, ce ne sera pas le même youpi que la dernière fois. Pierre-Luc, défi, enjeu, opportunité? Ben, j'aborde dans le même sens un peu que Rémi. C'est sûr que tout ce qui est Internet of Things, c'est un peu inquiétant. Puis plus que ton lave-vaisselle connecté, maintenant ta voiture est connectée. On peut penser à Tesla. Je veux dire, ça devient littéralement des armes là, qui roulent à 100 km/h sur les autoroutes. Donc, effectivement, ça va être vraiment surveillé. Sinon, aussi, tout ce qui est info nuagique ou tout ce qui est attaque de chaîne d'approvisionnement, je pense que ça va être vraiment intéressant pour les hackers de s'attaquer à ça, puisque ben, c'est super intéressant parce que ben, en s'attaquant à ça, on peut simplement en attaquant une composante, on peut impacter plusieurs organisations avec ça. Et je pense que ça va être vraiment surveillé dans les prochaines années. Alors, une opportunité, mais pour les hackers qui veulent trouver les failles. Agère? Dans le milieu universitaire, le défi qu'on voit puis qu'on vit depuis longtemps, c'est le manque de ressources humaines en gouvernance de la sécurité de l'information. On le vit, on le voit. Pourquoi? Parce que les entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous contactent pour aller chercher des compétences en gouvernance de la sécurité. Puis même si nos étudiants ne sont pas assez formés en gouvernance puis qu'ils ont juste les bases en sécurité de l'information, ben, ils les prennent, ils continuent à les former pour les embaucher. Tu sais, on s'arrache ce genre de compétences-là. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a une pénurie, disons,
disons, de ressources humaines dans ce domaine. Puis un des facteurs, c'est justement le manque de programmes universitaires qui forment à la gouvernance, parce qu'on trouve beaucoup de programmes qui forment à la sécurité de l'information, mais c'est plutôt des aspects techniques de la sécurité. Il y en a qui sont plus en audit de la sécurité, mais vraiment dans un programme de gouvernance, on a fait une espèce de sondage, en fait de veille, puis on a trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup. Puis c'est pour cette raison qu'à l'Université Laval, on a décidé d'en créer un, qui est un micro-programme de 15 crédits de deuxième cycle en gouvernance. Puis la première cohorte commence à l'hiver 2022, puis on va voir si on peut contribuer, nous, en tant qu'université, à justement relever ce défi-là. Ah, magnifique. Ben, voilà, c'est très bien. Merci de l'avoir partagé. Daniel, votre avis sur les enjeux, les opportunités? Ben, moi, j'abonde dans le même sens qu'Ager, tout à fait. Il y a un besoin criant de personnel en cybersécurité. Les gens s'y arrachent. Là. Je souligne que c'est un domaine qui est très large puis qui peut convenir à tout un large éventail d'intérêts. Là, puis c'est en pleine évolution. C'est un bon choix de carrière. Fait que, Ager, je t'encourage à continuer. C'est bien dit, un bon choix de carrière pour plusieurs. On doit s'arrêter ici. Je veux vous dire merci tous les quatre. On s'était dit qu'on allait faire un tour d'horizon avec des perspectives différentes. Vous avez répondu à l'appel. Franchement, c'était très enrichissant. Merci pour les exemples concrets aussi que vous avez donnés, espérant que ça puisse susciter de bonnes réflexions et discussions pour les gens qui y ont assisté. Puis moi, ce que je retiens, s'il y a un élément, c'est qu'on a tout le monde, un rôle à jouer et de façon continue. Il faut être alerte, il faut être vigilant pour s'attaquer, c'était le mot-clé de notre titre de la conférence, au dossier de la cybersécurité. Je vous souhaite un bon succès à chacun dans la suite de vos mandats. Puis encore merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.